Peu après avoir obtenu son diplôme à 21 ans, Sarah a participé à un événement de réseautage organisé par l'Association des femmes vétéranes. C'était la première fois qu'elle entendait parler de femmes de son pays déployées dans des missions de maintien de la paix. Sarah s'est imaginée parmi elles. Sarah s'est renseignée sur les possibilités de déploiement. Elle avait beaucoup de compétences, mais les opportunités qui lui étaient offertes la cantonnaient dans un rôle administratif. Elle a convaincu son commandant d'obtenir un transfert dans une unité de combat, car savoir utiliser une arme à feu était un critère minimum. Sarah était souvent taquinée par les hommes de son unité, parce qu'elle était la seule femme. Au fil du temps, elle a assumé des rôles plus variés et a demandé davantage de responsabilités. Elle a gravi les échelons jusqu'à atteindre son objectif et se déployer. L'enthousiasme initial de Sarah s'est progressivement transformé en désillusion. Sarah était formée pour le combat, mais elle n'était pratiquement jamais envoyée en patrouille. On attendait d'elle qu'elle fasse du travail administratif. De retour sur la base, elle se sentait assez seule. Les hommes avaient l'habitude d'aller dans les bars le soir et de jouer au football ensemble, mais elle ne se sentait pas bienvenue parmi eux. Sarah ne s'est pas toujours sentie acceptée au sein de la mission. Un jour, elle a vu des graffitis sexistes dans les toilettes des femmes, mais elle était trop mal à l'aise pour les signaler. À ce stade, Sarah avait déjà rencontré son compagnon, s'était mariée et avait eu un enfant. Trouver un équilibre entre le travail et la famille était un défi. La famille de Sarah lui manquait beaucoup. Son enfant s'adaptait difficilement à son absence. Les relations de Sarah avec sa famille mettraient bien du temps à redevenir normales. De temps en temps, on l'emmenait rencontrer des survivants et survivantes de violences sexuelles, mais elle se sentait impuissante car elle n'avait pas été formée à leur venir en aide. Sarah a traversé tellement d'épreuves pour arriver là où elle était qu'elle voulait s'assurer que la prochaine génération de femmes casque bleu ne soit pas confrontée à autant d'obstacles. Anna, la nièce de Sarah, voulait rejoindre une mission de maintien de la paix, inspirée par les histoires de Sarah. Sarah l'avait prévenue que les choses pouvaient être difficiles. Anna a parlé au bureau de recrutement. On lui a dit que les femmes étaient encouragées à s'engager afin de pouvoir atteindre les objectifs de la stratégie de l'ONU pour la parité des sexes applicable au personnel en tenue. Anna a mentionné que sa tante avait été déployée et qu'elle avait quelques inquiétudes. On lui a dit que l'institution avait réalisé une évaluation MOWIP. Elle a identifié les obstacles et les opportunités pour une participation significative des femmes dans les opérations de paix et a mis en place des plans d'action. L'équipe avait même interviewé sa tante. Anna a fini par rejoindre l'institution. À l'origine, elle avait envisagé de rejoindre le corps des infirmières, mais après le camp d'entraînement, on lui a dit qu'en raison de ses bonnes notes en mathématiques et en sciences, et de son aptitude naturelle à la conduite, elle serait peut-être mieux en tant que mécanicienne. Il n'était pas rare que les femmes et les hommes servent dans des équipes mixtes et il y avait 5 autres femmes dans son unité. 2 ans après l'arrivée d'Anna dans les forces armées, l'évaluation MOWIP à laquelle Sarah et nombre de ses collègues avaient contribué a conduit à de grands changements grâce à des enquêtes menées régulièrement auprès du personnel. Des salles de lactation ont été installées dans les casernes, des horaires de travail flexibles ont été mis en place pour les jeunes parents et les hommes comme les femmes ont été encouragés par l'institution à prendre un congé parental. Anna repensait aux histoires que sa tante Sarah avait racontées sur le fait que les toilettes des femmes étaient toujours dans le coin le plus éloigné de la caserne et que les serviettes hygiéniques ne faisaient pas partie du kit de déploiement standard. Et les uniformes et les gilets pare-balles n'étaient pas du tout adaptés aux femmes à l'époque. Lorsque l'occasion de se déployer s'est présentée, Anna fut envoyée en formation. Le chef d'état-major a parlé de l'importance de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, de la valeur qu'il accordait au travail d'équipe et à la diversité, et de son approche tolérance zéro en matière de harcèlement et de discrimination basée sur le genre. Anna était reconnaissante pour la formation pré-déploiement sur la façon de communiquer efficacement avec la population civile, y compris avec les victimes de violences sexuelles, et sur la meilleure manière de désamorcer les situations d'émeute sans recourir à la violence. Elle et ses collègues se sentaient bien préparés pour la mission. S'il était difficile d'être loin de son compagnon, Anna était heureuse de pouvoir rentrer chez elle tous les quelques mois grâce au vol subventionné pour rendre visite à sa famille. Elle se sentait également soutenue par les amis et les mentors qu'elle avait rencontrés. Au retour de la mission, Anna a constaté que les compétences acquises lui étaient utiles pour réussir le cours de promotion et, lors de sa prochaine mission, elle sera commandante d'unité et un modèle tant chez elle que dans la communauté qu'elle servira.
Il existe encore de nombreux obstacles à la participation significative des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Et même si le parcours d'Anna fut moins difficile que celui de Sarah, il y a encore du travail à faire pour améliorer le statut et la participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix, et la conduite d'une évaluation MOWIP est un pas essentiel dans cette direction.